Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais poser la question, est-ce que vous m'entendez correctement? Et si quelqu'un peut utiliser la fenêtre de chat pour me répondre et me signaler que le son fonctionne bien, je vous en remercie. Est-ce que vous m'entendez correctement? Allô, donc est-ce que vous m'entendez correctement? Je pense que oui, a priori. Donc je vais commencer le webinaire. Je vais partager mon écran, comme ça vous allez voir ma présentation. Voilà, donc on me confirme bien que le son fonctionne bien. Donc allons-y. Donc je suis Didier Fraisse, je suis le dirigeant de Route to Business, qui est un cabinet de marketing qui accompagne les éditeurs de logiciels dans leur développement, mais également des sociétés de conseil, de services ou d'autres sociétés qui ne sont pas au départ éditeurs de logiciels et qui souhaitent le devenir. Et donc, le sujet de ce webinaire, c'est pour pointer un certain nombre de choses importantes quand on n'est pas éditeur de logiciels au départ et qu'on souhaite le devenir pour différentes raisons. Je suis confronté aujourd'hui donc à un nombre important d'entreprises qui sont dans ce cas-là parce qu'ils ont développé donc des outils qu'ils utilisent dans les services qu'ils délivrent ou pour leur usage propre et qui constatent que c'est des outils qui ont une certaine valeur et qu'on pourrait très bien les commercialiser, donc devenir éditeur de logiciels ou d'applications. Donc l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de pointer un certain nombre de points importants dans cette démarche pour que cela fonctionne. Voilà. Donc ce que je vais couvrir, alors j'oublie avant, donc si vous avez des questions, je vous propose d'utiliser cette fenêtre de questions ou de chat, alors je crois qu'elle s'appelle questions, la fenêtre, pour poser vos questions pendant que je fais cette présentation et puis j'y répondrai à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à à poser les questions que vous souhaitez et je regarderai ces questions à la fin de ma présentation. Donc ce que je vous propose comme agenda pour ces 15 à 20 minutes pendant lesquelles je vais parler, c'est d'abord une petite introduction sur pourquoi devenir éditeur de logiciels ou d'applications, c'est-à-dire ceux qui y pensent mais qui n'ont pas encore pris la décision de le faire, c'est de donner un peu quelques éléments du pourquoi on le fait. Ensuite, quelles sont les différences majeures qu'il y a entre un éditeur de logiciels et une société de services ou SS2I. Et je parlerai des points importants derrière, qui est le positionnement marketing d'un éditeur et les activités et processus d'un éditeur que généralement n'ont pas les sociétés de services et dont ils doivent se doter. Voilà. Et puis, je ferai une conclusion. Alors, pourquoi devenir éditeur de logiciels? Donc, il y a plein de raisons. Déjà parce que la demande en services numériques augmente, c'est-à-dire que si on regarde le marché des éditeurs de logiciels, il y a une étude qui sort tous les ans, qui est faite par le Syntec, donc qui est le syndicat des éditeurs de logiciels entre autres, et qui montre la croissance du business des éditeurs de logiciels et qui est une croissance tous les ans qui est à 2 chiffres. Qui est une croissance vraiment importante. Donc la demande en service numérique augmente, donc pourquoi pas se positionner aussi sur ces solutions. Deuxième raison, c'est que l'expertise qu'une société de conseil de services a développée en délivrant ses services lui permet de proposer des logiciels, des applications très pertinentes. Si on regarde un peu les gens qui sont sociétés qui sont devenus éditeurs de logiciels en ayant un métier différent précédemment, en général, ils réussissent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont très forts dans l'usage. Ils sont experts d'un métier, d'un secteur d'activité et ils ont modélisé un certain nombre de choses au travers d'une application numérique et ça les rend très pertinents parce qu'ils sont très forts, qu'ils ont cette expertise qui leur provient en fait de l'activité de service qu'ils ont développée. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important.
Ensuite, une autre raison, c'est parce que les business models éditeurs donnent plus de valeur à une entreprise. Business model éditeur est beaucoup moins, les business models éditeurs sont beaucoup moins contraints sur les ressources, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins à partir du moment où on a réussi à industrialiser sa démarche d'éditeur, on est beaucoup moins, notre revenu est beaucoup moins lié aux ressources et notamment aux ressources humaines dont on dispose. Et donc, ça fait qu'on arrive à dégager au final plus de marge. Et puis, quand on regarde un peu ce qui se passe, les investisseurs, ils ont beaucoup plus d'appétence à aller vers investir de l'argent sur des business models éditeurs que sur des business models de sociétés de services. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'argent pour développer cette activité éditeur que de développer une activité de service. Voilà. Et puis, autre raison qui n'est pas la moindre, c'est que le cloud et le SaaS, ces nouveaux modes de mise à disposition d'une application ont considérablement diminué les barrières à l'entrée pour devenir éditeur de logiciels ou d'applications. Aujourd'hui, donc, on a des prestataires de cloud. Alors, si on peut citer les plus gros, comme Microsoft avec leur offre Azure, Amazon avec AWS, mais aussi IBM avec les offres qu'on appelle les offres Bluemix, Google également, permettent de développer des applications beaucoup plus facilement qu'avant, parce que au travers de leur plateforme as a service, de ce qu'on appelle le PaaS, permettent de s'affranchir du développement de tout un tas de choses liées à la sécurité notamment, et permettent à une entreprise de se concentrer sur des fonctionnalités d'usage essentiellement. Et donc, on a beaucoup moins à gérer. Quand on développe donc un logiciel aujourd'hui, on n'a pas toute cette partie infrastructure à gérer, etc., etc. C'est tout fait par ces prestataires de cloud. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et on dit que les barrières à l'entrée pour devenir éditeur de logiciels ou d'applications sont vraiment diminuées aujourd'hui. Hein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a beaucoup de sociétés qui deviennent éditeurs de logiciels ou qui se créent, des startups qui se créent directement éditeurs de logiciels. C'est beaucoup plus simple que ça n'en était il y a 15 ans ou 20 ans quand on n'avait pas le cloud. Et donc, au final, donc, être éditeur de logiciels nécessite de moins en moins d'expertise technique informatique et de plus en plus d'expertise liée au métier de sa cible. Hein, c'est-à-dire que toute cette expertise informatique dont on avait besoin, notamment partie infrastructure, etc., etc., on en a beaucoup moins besoin. Bon, bien sûr, on a nécessité d'avoir l'expertise en développement, concevoir une architecture d'application développée, bien sûr, avec des moyens modernes et des nouvelles technologies. Maintenant, ce qui est plus important chez un éditeur de logiciels, c'est l'expertise du métier de sa cible, parce que on va devoir démontrer que cette expertise est présente dans l'application que l'on propose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les raisons qui amènent aujourd'hui des sociétés de services, mais pas que. Hein. Moi, en ce moment, je peux vous donner un exemple. Je travaille avec EDF, qui a développé des outils pour ses usages propres et qui ont décidé de créer une filiale éditeur de logiciels pour commercialiser à l'extérieur et notamment à des gens qui sont plus ou moins leurs concurrents ces mêmes outils. Voilà. Donc, je rencontre de plus en plus de sociétés qui sont dans cette démarche-là. Voilà. Et maintenant, donc, ce qu'on va voir un peu, c'est les points importants. Et notamment cette différence majeure entre la société de service ou de conseil et l'éditeur de logiciels. Une société de service ou de conseil propose une solution particulière à un client ou un prospect. C'est-à-dire qu'une société de service va s'adapter à une demande particulière, à un problème qui lui est posé par une personne qui rencontre, par une entreprise qui rencontre quand on exerce un B2B, et va proposer une solution particulière donc à ce prospect. Un éditeur de logiciel, et donc il le fait ça à partir de son expertise. Un éditeur de logiciel, c'est un peu différent. Lui, il va proposer une solution packagée à une cible, non pas à un client particulier, mais à une cible qui est sa cible. Et il est capable de faire ça grâce à un travail de recherche et développement qu'il a fait et qu'il va faire tout au long de son existence pour proposer la meilleure façon possible
de conduire un processus à l'intérieur d'une entreprise par cette recherche et ce développement qu'il a fait. Donc là, vous percevez un peu la différence, c'est-à-dire que finalement, un éditeur de logiciel, c'est quelqu'un qui a industrialisé une démarche de service. Et c'est de plus en plus ça, hein, avec le SaaS. Dans le SaaS, Software as a Service, c'est la partie service qui est la plus importante, mais avec une consonance industrialisée. Et donc, pour pouvoir être capable de proposer donc une solution packagée à une cible, c'est-à-dire un logiciel ou une application, ben, il va falloir veiller à l'importance de cette réflexion sur le positionnement marketing et avoir à l'intérieur donc de l'entreprise les activités et processus qui sont importants pour matérialiser cet investissement en recherche et développement que l'on a fait et que l'on fait tout au long de notre existence. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que si je le présente d'une façon un peu différente, un client va acheter un logiciel ou une application plutôt qu'un développement spécifique parce que ce qui lui importe dans ce choix-là, c'est qu'on lui amène l'expertise pour traiter le processus, pour conduire le processus qu'il souhaite conduire au travers d'un logiciel. Cette expertise lui a mené aujourd'hui, mais également cette expertise lui sera amenée dans 5 ans parce que le logiciel va évoluer pour prendre en compte les nouvelles technologies, mais aussi pour prendre en compte les évolutions réglementaires sur son activité, son processus et tout un tas de choses qui est nécessaire. Hein, contrairement à un développement spécifique où on va régler le problème à l'instant T où on va faire développement. Par contre, l'évolution de ce développement spécifique, ça c'est un peu moins clair, c'est un peu moins précis sur une application développée de façon spécifique. Donc voilà. Ce qui est important vraiment pour un client, c'est l'expertise qui est derrière le logiciel et aussi la capacité de cet éditeur à l'amener ou à l'aider dans le temps à conduire ce processus de façon la plus optimum possible. Et donc, maintenant, je vais mettre focus sur cette idée de positionnement de l'éditeur de logiciel et sur les activités. D'abord, le positionnement. Positionnement, c'est quoi? C'est une proposition de valeur qui va résoudre un problème réel pour une cible précise, tout en se différenciant de la concurrence. Et ce positionnement, il est défini à partir d'une problématique métier de cette cible que l'on a définie, et c'est vraiment le positionnement premier qu'on travaille au niveau marketing. Et ensuite, un deuxième positionnement est nécessaire pour être éditeur de logiciel, c'est d'arriver à avoir un positionnement qui va démontrer la capacité de cet éditeur à accompagner ses clients dans le temps. Comment il se définit ce positionnement? Il se définit sur ce qu'on appelle un domaine d'activité stratégique. Ce domaine d'activité stratégique, c'est une proposition de valeur, c'est-à-dire un périmètre fonctionnel que l'on adresse à une cible. Et un des points clés là-dedans, c'est de faire en sorte que la taille, c'est-à-dire la multiplication de cette proposition de valeur et de cette cible corresponde à son ambition. Plus un domaine d'activité est grand, plus il est difficile à adresser. Donc, mon conseil, c'est de commencer soit avec une cible étroite, c'est-à-dire une niche, soit avec une proposition de valeur relativement étroite, c'est-à-dire relativement peu de fonctionnalité. Et de faire grossir ça ensuite, à partir du moment où on sera parvenu à accéder à un certain nombre de clients. Voilà. Donc, la différence donc entre une société de service où on va travailler un positionnement plutôt, je ne sais pas, dans certains cas sur la proximité, simplement sur une expertise, là, on travaille vraiment une proposition de valeur, c'est-à-dire un positionnement sur une expertise vraiment métier de notre client. Et c'est ça qui est vraiment important. Et donc, les caractéristiques de la cible doivent permettre de définir une proposition de valeur importante et facilement compréhensible. Hein. C'est-à-dire que on ne travaille plus de positionnement quand on est éditeur de logiciels sur, par exemple, la proximité géographique. Hein. On travaille vraiment un positionnement sur une problématique métier de cette cible. Voilà.
Et pour terminer, une autre remarque, c'est plus la proposition de valeur ou les cibles d'un DAS seront précises, c'est-à-dire plus il sera étroit, ce DAS, plus il sera facile à accéder et plus le marketing opérationnel sera efficace. On verra, et je vais parler tout à l'heure un peu du processus de vente d'une solution logicielle ou d'une application, et le marketing opérationnel a une place prépondérante dans ce processus de vente. Je vais en parler de suite. Voilà, donc si je résume par rapport au positionnement, le positionnement marketing d'une société de services et d'un éditeur de logiciels sont vraiment très différents. Ce positionnement pour un éditeur de logiciels est vraiment centré et part d'une problématique métier de sa cible. Et d'ailleurs, dans la méthodologie de définition de ce positionnement, on part de la cible, de la compréhension de cette cible, en essayant de regarder cette cible en termes de taille d'entreprise, parce qu'on est en B2B qui constitue cette cible. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça correspond à un marché important? On part ensuite sur la problématique réelle que je vais régler, et j'insiste bien sur le mot réel, parce que quand on fait cette démarche de positionnement dans un deuxième temps, après avoir déjà un certain nombre d'outils, un certain nombre de choses de développer, on a tendance à se baser sur une problématique qui nous arrange bien nous, et pas forcément une problématique réelle. Donc là, il est important de faire un peu abstraction de ce qui a été fait au départ, et de se centrer vraiment sur la cible. Donc cette problématique réelle, de mettre en perspective là-dessus les attentes et comportements d'achat, qui je dois convaincre à l'intérieur de cette entreprise, dans quel ordre je dois le faire, est-ce qu'il y a des comportements d'achat particuliers, je m'adresse par exemple au public et on va certainement passer par une procédure d'appel d'offres, et donc il faut que je m'adapte à cette procédure d'appel d'offres. Je regarde également la concurrence et la substitution. Est-ce qu'il y a des applications déjà concurrentes qui existent sur le marché, quel est leur positionnement, quelle part de marché ils ont, etc., etc. Qu'est-ce que j'amène moi comme différence par rapport à eux? Et puis quand on est très innovant, on n'a pas forcément de concurrence directe, mais on a plutôt des offres dites de substitution. Et donc là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'amène de plus par rapport à ces offres de substitution? Une offre de substitution, c'est une façon différente de régler le problème. Et tout ça, ça doit m'amener à définir une proposition de valeur qui se veut être unique ou à des composantes qui sont uniques. Voilà. Donc, la réflexion positionnement dans un contexte éditeur est quelque chose d'extrêmement important, beaucoup plus important que dans le cadre d'une société de service où généralement on est passé sur ça très très vite. Voilà. Alors, autres éléments qui sont extrêmement importants, ce sont les activités et les processus qu'on va trouver à l'intérieur de l'éditeur. Le premier et le plus important, c'est l'activité dont je parlais tout à l'heure, qui est cette activité de recherche et de développement qui se traduit par ce qu'on appelle la roadmap chez un éditeur de logiciels. La roadmap, c'est qu'est-ce que je vais développer comme fonctionnalité supplémentaire dans mon logiciel au fil du temps. Voilà, donc ça nécessite un process où on va d'une part recueillir les demandes des clients qui utilisent déjà le logiciel, mais aussi notre vision à nous, éditeurs de logiciels, et à partir de ces deux éléments, on va constituer une roadmap, et cette roadmap, il va falloir le montrer qu'on l'a, c'est-à-dire la communiquer. Alors, pour ce qui est des clients, on la communique de façon très très simple, one-to-one, c'est-à-dire qu'on va leur dire voilà ce qu'on va faire cette année sur le logiciel et l'année prochaine. Pour les prospects, c'est-à-dire pour la cible, on va faire de façon un peu différente parce qu'on n'a pas envie de divulguer au marché exactement ce qu'on va faire, et donc on va leur expliquer comment on va leur expliquer à cette cible comment notre logiciel a évolué dans le passé, et ça va lui montrer que notre logiciel va évoluer dans le futur. Ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que la recherche et le développement que fait un éditeur de logiciels se traduit par une roadmap, se matérialise par une roadmap, et il faut montrer à notre cible qu'on a une roadmap. Ça, c'est vraiment important, c'est ce qui fait une partie importante du positionnement éditeur de logiciels.
Deuxième point qui est extrêmement important, c'est notre capacité d'accompagner nos clients au changement. Intégrer un logiciel dans un environnement d'entreprise, c'est pas quelque chose de simple. Et je parle pas uniquement de la technique, hein, c'est-à-dire que la plupart du temps, mettre en place un logiciel chez un client va impliquer pour lui un changement de mode de fonctionnement, un changement de process, des tâches certainement différentes. Et donc, il faut qu'on prévoie l'accompagnement au changement. Hein. Quand on déploie, enfin, quand on vend une prestation de service, que ce soit du conseil, de l'accompagnement, etc., c'est beaucoup moins important, ça. Par contre, quand on vend du logiciel, c'est vraiment important parce que ce logiciel, quand notre client va l'utiliser et quand ses utilisateurs vont s'en servir, ben, ça va changer leur façon de travailler. Et donc, il faut qu'on réfléchisse en amont à sur quoi j'ai besoin d'accompagner mes clients pour faire en sorte qu'ils utilisent au mieux l'application que je leur propose et qu'est-ce que je dois faire pour les accompagner au changement. Ça, c'est vraiment un processus qui est important chez les éditeurs de logiciels et qu'on retrouve moins chez les sociétés de services. Un troisième point qui est la qualité, qui va se traduire par différents process, notamment le process de support. Hein. On a des clients qui utilisent notre logiciel ou notre application. Il faut qu'on ait le process qui va permettre de les supporter, c'est-à-dire déjà de répondre à leurs questions quand ils ont des questions sur l'usage ou quand ils ont des bugs avec l'application. Il faut qu'on ait un process qui est process level 1, level 2, level 3 et éventuellement soit par mail, soit par téléphone, enfin selon un peu les termes et conditions du support que l'on propose. Et il faut également qu'on s'inquiète de la satisfaction des clients hein, dans cette perspective, c'est-à-dire qu'un éditeur de logiciel va faire des enquêtes de satisfaction par rapport au logiciel qu'il propose, de façon à donner des inputs à sa roadmap, en fait. Et puis, il y a des différences aussi importantes sur le processus de vente. Une société de services et de conseil va beaucoup travailler donc dans son processus de vente par une détection d'opportunités commerciales liées au bouche-à-oreille. Il a travaillé avec des clients qui sont très satisfaits de sa prestation. Ce client va en parler à un autre et c'est le bouche-à-oreille qui va fonctionner. Ou par un travail de prospection commerciale. Dans le cadre d'un éditeur de logiciel, alors certes, le bouche à oreille fonctionne également, hein, mais on va travailler beaucoup plus une démarche de marketing, de communication marketing, dans lequel on va évangéliser notre cible, démontrer l'expertise que l'on a et remonter et récupérer des leads avec cette démarche de marketing opérationnel. Parce que l'on a, quand on est éditeur de logiciels, des offres packagées, on peut se permettre, le marketing opérationnel est vraiment efficace, beaucoup plus que dans un cadre de société de services où nos offres sont beaucoup moins packagées généralement. Voilà, donc dans le processus de vente, il y a des différences. On travaille beaucoup moins la prospection au niveau commercial, on travaille beaucoup plus le marketing opérationnel dans une démarche vraiment de ce qu'on appelle l'inbound marketing, pour pouvoir au minimum générer des leads et dans certains cas vendre directement le logiciel. Voilà, donc ça c'est des activités et des processus qui sont extrêmement importants chez un éditeur de logiciels, qu'on trouve moins dans des sociétés de services, mais qui sont vraiment importants et qui vont faire qu'on va devenir réellement éditeur de logiciels. Voilà, j'en arrive maintenant donc à la conclusion de ce que je souhaitais vous dire. Première remarque, cette conclusion, c'est qu'une société de conseil ou de service, grâce à cette expertise qu'elle a travaillée pendant un certain nombre d'années, est plus que légitime pour proposer un logiciel ou une application. Hein. Je peux vous prendre l'exemple qui n'a rien à voir, mais si vous regardez, si vous pensez à Amazon, par exemple. Amazon, donc, qui a démarré en vendant un certain nombre de choses sur Internet au travers d'Amazon.com. Au départ, c'était plus du culturel, maintenant c'est un peu tout. C'est un peu tout. Ils ont créé à un moment donné, en se basant un peu sur ces expertises qu'ils avaient développées, ces expertises notamment d'IT, ils ont créé AWS. AWS, donc Amazon Web Services, qui aujourd'hui est le numéro 1 du cloud.
Pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils se sont basés vraiment sur l'expertise qu'ils avaient développée grâce à ce premier business d'Amazon.com. Et ils ont su comment, grâce à ça, quels étaient vraiment les besoins d'entreprises comme Amazon.com qui avaient besoin de déployer des applications de façon assez large. Et donc, Amazon AWS est aujourd'hui le numéro 1 du cloud grâce à cette expertise-là. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Moi, j'ai un peu plus proche, ici en France, une société qui s'appelle Savoie, qui est un spécialiste de l'entrepôt de stockage, qui construisent des entrepôts de stockage avec tout le matériel qui est nécessaire à l'intérieur. Et ils avaient développé donc des logiciels, et notamment ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle WMS, qui était au départ plus des applications, qui permet de gérer l'entrepôt et d'automatiser l'entrepôt. Aujourd'hui, donc, ils en ont fait une filiale qui s'appelle A6, et cette filiale, elle vend donc ces logiciels qu'ils ont développés grâce à cette expertise de l'entrepôt. Elle vend ça elle a beaucoup de succès et elle vend ça à un nombre donc de clients importants, même ceux qui ne sont pas des clients Savoie, bien entendu. D'ailleurs, 90% de leurs clients ne sont pas des clients Savoie au départ. Et donc, une société qui a développé une expertise, que ce soit une société de conseil, de service ou autre, est plus que légitime pour proposer aujourd'hui un logiciel, d'autant plus que c'est beaucoup plus facile de créer un logiciel aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10-15 ans. Mais malgré tout, ce sont des métiers qui sont très différents et qu'il faut prendre en compte ces différences pour pouvoir y arriver. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment différent de vendre un logiciel après une prestation de service ou en faisant une prestation de service, c'est-à-dire je vous fais cette prestation de service, mais en même temps je vous mets ce logiciel, que de vendre directement le logiciel. C'est très très différent. Donc ce sont vraiment des métiers différents. Et généralement, ce que j'ai constaté dans les exemples que j'ai pu avoir et dans les expériences que j'ai pu avoir, c'est qu'il est généralement nécessaire de séparer les activités de service et les activités d'éditeur de logiciels pour que cela fonctionne. Quand je dis séparer, c'est séparer en termes de ressources humaines qui s'occupent de l'un et de l'autre, et en particulier de la commercialisation. C'est-à-dire que les compétences marketing et commerciales pour vendre un logiciel sont assez différentes que pour vendre une prestation de service. Et donc, il est nécessaire généralement de séparer ces ressources pour que cela fonctionne. Ça, c'est vraiment un constat de terrain, en fait. Voilà, donc j'en ai à peu près fini avec ce que je voulais vous dire. Maintenant, je suis prêt donc à prendre vos questions, si toutefois vous en avez. Donc, je vous en prie, allez-y, posez vos questions. Donc, sachez que R2B, pendant que vous rédigez propose des formations et des prestations d'accompagnement, et notamment cette formation qu'on appelle stratégie marketing pour éditeurs, qui couvre un peu tous les sujets de façon approfondie, tous les sujets dont j'ai parlé et plus, mais qui permettent en l'espace de 2 journées d'avoir une bonne vision de ce qui est nécessaire de faire pour se lancer dans ce métier d'éditeur de logiciels. Que également on peut proposer des prestations d'accompagnement à la réflexion dans cette démarche et à construire notamment un plan marketing pour cette activité logicielle. Voilà, que le prochain webinaire est un webinaire donc sur lequel qui peut vous intéresser également et qui va parler de cette fonction de Product Marketing Manager chez un éditeur de logiciel. C'est une fonction qui est très importante et qui a pour rôle vraiment d'aligner l'ensemble des activités d'un éditeur de logiciel, des activités importantes d'un éditeur de logiciel. Voilà. Donc je vous invite, ce webinaire sera la semaine prochaine à la même heure. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder si j'ai des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre fin au webinaire. Il est 12h30, j'avais prévu effectivement donc, de le faire jusqu'à 12h30. Donc, il n'y a pas de questions. Écoutez, je vous remercie de votre participation à ce webinaire.
Et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire et je vous souhaite un excellent appétit. Merci.